Fait que sur ça, on va commencer. Je vais me présenter. Mon nom est Cécile Goulette. Je suis la coordonnatrice en programme communautaire. On vient juste de changer le titre, ça fait qu'on est en train de s'habituer avec ça, ça fait que c'est quand même le fun pareil. Ça fait qu'on va commencer. Comment est-ce qu'on peut renforcer les liens entre la santé mentale et le milieu de travail? Ça fait qu'on va parler de ça cet après-midi. Ça fait si qu'on regarde au niveau de l'Association canadienne pour la santé mentale, ça a été fondé en 1918. L'Association canadienne pour la santé mentale, qu'on dit souvent ACSM, puis pour le Nouveau-Brunswick, on dit ACSM-NB. C'est un organisme caritatif national qui vient en aide, qui aide à préserver et améliorer la santé mentale de tous les Canadiens, de toutes les Canadiennes. Puis l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick et aussi au niveau du national. Quand on parle au niveau du national, c'est à titre de leader de champion national dans le domaine de la santé mentale, parce que c'est qu'on voit, on a déjà fêté notre 100e anniversaire, c'était en 2018. Fait que ça fait quand même 102 ans que ça existe. C'est le plus vieil organisme au Canada. Fait que c'est quand même bien que ça existe aussi longtemps que ça. L'ACSM facilite l'accès aux ressources communautaires que les gens ont besoin pour renforcer leur résilience, puis aussi les appuyer dans leur établissement à la suite d'une maladie mentale. Puis, nous autres, à l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick, on a investi beaucoup d'efforts pour sensibiliser le public à la santé mentale, à les renseigner sur les maladies mentales aussi. Puis ça, quand on fait ça, ça fait aussi tomber les préjugés, puis ça permet aussi aux gens de ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide sans qu'ils peuvent se sentir discriminés, parce qu'on sait que ça peut avoir des effets très négatifs, la stigmatisation. Puis aussi, pour que on s'aperçoit aussi que la société prend un virage positif, mais on sait qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Fait qu'on est soucieux d'offrir des programmes, des services de qualité, puis aussi on est bien décidé à promouvoir notre vision de personnes mentalement saines dans une société qui est saine. Ça fait que c'est sûr que notre santé mentale, elle est aussi importante que notre santé physique. On aime prendre notre santé physique, mais aussi il faut prendre soin de notre santé mentale. Si on regarde au niveau de l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick, il y a 18 régions au Nouveau-Brunswick. On a des bureaux à Fredericton, Moncton et Saint-Jean aussi. On a le programme de coordonnateur de programmes communautaires. Puis ça, il y en a un dans chacune de vos régions au Nouveau-Brunswick. Ça fait que, puis si vous allez sur le site de la CSM, vous allez pouvoir voir chaque personne qui est dans votre région aussi, puis faire appel à ces gens-là aussi pour des programmes, des sessions, de l'information. On est une très bonne ressource dans la communauté. On est branché avec beaucoup, puis on est beaucoup sur des comités. Donc, on est quand même présent dans la communauté, puis on connaît pas mal les services qui sont offerts dans chacune de nos communautés aussi. On a le programme provincial de soutien par les pairs aussi. Puis ça aussi, chaque région a une personne qui est un père aidant. Fait que ça, c'est quand même nouveau. Ça fait pas longtemps que c'est en place, mais c'est quand même bien. Fait que comme ça aide encore là à beaucoup plus de personnes qui ont des maladies mentales, d'avoir quelqu'un pour les aider à cheminer, soit à travers le système où il a donné des conseils pour les aider dans leur quotidien à faire des choses, puis à surmonter peut-être les obstacles ou les défis qu'ils rencontrent dans le journée ou dans leur vie. On a aussi le programme d'emploi qui s'appelle Working Stronger Together. Ça, c'est dans le comté de Charlotte. Mais il y a aussi dans chacune des régions des provinces, mais je n'ai pas tous les noms de ces programmes-là. Ça existe aussi dans les autres régions du Nouveau-Brunswick. C'est un peu ça pour l'association. Fait qu'on est quand même une bonne organisme et on est beaucoup présent aussi dans la communauté, dans chacune de nos communautés. Pas tout de suite, mais malgré qu'on le fait virtuellement, on est quand même là. On est disponible aussi dans nos communautés parce que par courriel ou par notre téléphone, on vérifie nos messages aussi au bureau, même si on n'est pas physiquement dans nos bureaux. Mais on s'en vient, on va réintégrer graduellement dans nos bureaux aussi, là, aussitôt que la pandémie va se placer.
Si je regarde au niveau des statistiques qui pourraient être intéressantes et importantes, c'est combien de personnes seront atteintes d'une maladie mentale à un moment ou un autre de leur vie. Mais on dit que c'est une personne sur 5, soit 20% des gens qui seront atteints d'une maladie mentale à un moment donné de leur vie. Fait que c'est quand même assez. Puis même, il y avait des statistiques qui démontraient que c'était 1 sur 3, mais 5 sur 5 ont une santé mentale. Fait que c'est important. On a tous une santé mentale, c'est important d'en prendre soin. Si que je regarde, c'est quel est le pourcentage de visites médicales qui est lié au stress? On va voir le médecin pour différentes choses, mais c'est quoi le pourcentage de ces visites-là qui sont liées au stress? On dit qu'il y a à peu près 70 à 80% des visites médicales qui sont liées au stress. Parce que souvent, on va aller voir le médecin parce qu'on a des problèmes digestifs. On a des maux de toutes sortes. Mais souvent, ces mots-là sont reliés au stress, mauvaise gestion, parce qu'on sait que quand on est stressé, il y a des symptômes qui s'associent à ça. Puis souvent, on va faire de l'insomnie, perte d'appétit, fait qu'il va y avoir beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. On va aller voir le médecin. Puis souvent, c'est relié au stress. C'est que je regarde combien de personnes au Canada s'absentent chaque semaine du travail en raison de problèmes de santé mentale. On dit qu'il y a 500 000 Canadiens et Canadiennes qui s'absentent du travail à chaque semaine en raison de problèmes de santé mentale, que ce soit la fatigue, que ce soit vivre un deuil, vivre une difficulté, des choses comme ça, qui affectent notre santé mentale. Fait que c'est quand même beaucoup de gens dans une semaine qui s'absentent du travail. Fait qu'on peut voir l'importance de prendre soin de sa santé mentale, de gérer son stress. Fait que c'est vraiment important d'y prendre soin finalement. C'est que je regarde quel est le classement des principales causes d'invalidité dans le monde en ce qui concerne les problèmes de santé mentale. On dit que le classement des principales causes d'invalidité dans le monde en ce qui concerne les problèmes de santé mentale sont de 5 personnes sur 10, soit à 50% au niveau mondial. Fait qu'on peut voir comment est-ce que c'est que ça cause des invalidités ça, au niveau mondial quand on parle de santé mentale. Si on en regarde, on estime que le taux de chômage est d'environ quel pourcentage parmi les personnes qui sont atteintes de maladies ou de problèmes de santé mentale les plus graves et les plus complexes. Puis on dit que le taux de chômage est d'environ 70 à 80% parmi les personnes qui sont atteintes de maladies ou de problèmes de santé mentale qui sont les plus graves ou les plus complexes. Ça fait qu'on peut voir l'importance encore là de notre santé mentale. Longtemps, on ne prenait pas ça en ligne de compte, notre santé mentale, mais de plus en plus, je pense que les gens sont conscients qu'on a une santé mentale, il faut en prendre soin. Ça fait que c'est important. Au niveau du travail aussi, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent, fait que c'est important de s'en prendre soin. Si on regarde les maladies mentales, les facteurs qui peuvent augmenter ou influencer le risque de développer une maladie mentale. Si on en regarde, c'est un déséquilibre chimique, c'est au niveau du cerveau. C'est un déséquilibre qui se produit comme le pancréas va créer un déséquilibre chimique dans le pancréas, puis les gens vont développer du diabète, mais le déséquilibre chimique au niveau du cerveau peut créer des dépressions, peut créer des problèmes de santé mentale. On regarde les caractéristiques individuelles et le comportement aussi. On regarde la consommation ou l'abus de substances. C'est qu'on a ça, puis on abuse de la consommation ou un abus de substance, ben ça peut créer d'autres problèmes d'anxiété, de stress aussi, peut amener à la dépression. On peut voir, c'est tout relié à la santé mentale aussi. Les circonstances sociales et économiques. Puis si on regarde présentement au niveau social, au niveau économique, fait qu'on est dans une pandémie, donc il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau social aussi. Fait que ça aussi, ça peut déclencher des détresses chez des gens aussi. Ils vont vivre plus de stress, plus d'anxiété, puis ça peut apporter aussi à développer une dépression. Même au niveau du travail, il y a beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'adaptations à se faire dans peu
peu de temps, puis encore de l'adaptation à faire parce qu'on ne sait pas dans la prochaine année comment est-ce que c'est que ça va fonctionner. Il y a beaucoup de gens qui sont retournés, il y a beaucoup de gens qui sont retournés au travail, mais il y en a qui ne sont pas encore au travail, qui travaillent à partir de la maison. Fait que ça aussi, ça l'amène son lot de défis aussi par rapport à ça, parce que là, on a les enfants, parce qu'il n'y a pas d'école. Fait qu'il y a toutes ces choses-là aussi. Les événements traumatisants de la vie. Il y a des choses qui peuvent être très traumatiques qu'on passe à travers. Si on parle de deuil, par exemple, puis surtout dans ces circonstances, si vivre un deuil n'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de funérailles comme tel. Puis s'il y a des funérailles, bon, mais c'est limité. Fait que ça peut être des événements, puis il y a plein de choses qui peuvent nous arriver qui peuvent être traumatiques aussi. Les facteurs environnementaux, on a ça aussi. Il y a l'hérédité. Puis les autres maladies aussi, les maladies physiques qui peuvent entraîner aussi des maladies mentales aussi, comme l'anxiété, la dépression, des choses comme ça. Fait que c'est ça un peu pour les maladies mentales. Je pense que ça va bien venir jusqu'à ça. Je suis juste en train de vérifier, c'est que oui, tout est beau, tout est beau. Quand on parle au niveau du travail, ça aussi, ça a été un défi de faire des webinaires parce qu'on a l'outil pour travailler, fait qu'on travaille avec ça, mais d'aller puis donner des présentations, c'est tout nouveau. Fait que là, on s'habitue tranquillement. On a fait, mais les premières, ça a été beaucoup stressant, beaucoup énervant. Mais c'est un très bel outil. Un coup, tu peux l'apprivoiser puis de connaître les rouages, comment est-ce que c'est que ça fonctionne. Je trouve que c'est une petite merveille, ça va très bien. La seule chose qui manque, je trouve, c'est l'interaction avec les gens. Parce que là, on est tout seul en avant de notre ordinateur, fait qu'on manque ce côté-là d'être avec les gens. Mais c'est pas grave, on sait que vous êtes là, je sais que vous êtes là, ça fait que c'est le fun quand même de parler peut-être avec vous autres aujourd'hui. Si on regarde les types de maladies qu'on peut trouver, on a les troubles anxieux, on a les troubles de l'humeur, il y a les troubles de personnalité, on a les troubles déficitaires d'attention, par exemple l'hyperactivité, le TDAH, la démence, les troubles liés à la consommation, les troubles alimentaires, la schizophrénie, les problèmes de santé mentale complexe, quand on parle de troubles de personnalité limite. Fait que c'est toutes des choses qu'on trouve des types de maladies mentales. Ça, c'est comme un peu les plus communes aussi qu'on retrouve. Si on regarde au niveau du continuum de la santé mentale, si on examine ça un peu, puis comment est-ce que c'est que puis aussi la dynamique, puis la fluide des positionnements qu'une personne peut se trouver dedans, on peut souligner que toutes les influences de notre santé mentale sont pas forcément négatives. Fait qu'on a souvent des influences qui sont positives aussi. Notre santé mentale, c'est influencé, elle peut être influencée aussi bien négativement que positivement. Puis les événements positifs peuvent être également être d'une source de stress autant positif que négatif. Par exemple, si je regarde la naissance d'un enfant, c'est très positif, mais ça peut amener son lot de stress aussi. Un mariage aussi, c'est très positif, mais aussi ça peut amener du stress. Ça fait que c'est ça. Si on regarde le cadran haut à droite, l'épanouissement. À quoi est-ce que c'est que ça ressemble? T'sais? Mais quand on est épanoui, ça veut dire qu'on a un travail, ça va bien dans notre vie, on a une bonne santé mentale, tout va bien, on peut payer notre loyer, on a des amis, on a un réseau social, on a du soutien. Fait que donc, on est capable de s'épanouir dans tout ça. On appartient à la communauté, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça fait que puis si on regarde les flèches qui sont là, on a une santé optimale, puis il y a en bas qui est la santé, une santé mentale fragile. Puis on peut se trouver n'importe où sur cette flèche-là. On peut être en haut avec une santé optimale, puis quand je regarde à l'épanouissement, bon, mais on n'a peut-être pas, on n'a pas de problème de santé mentale, on n'a pas, tout va bien dans notre vie. Si on regarde, par exemple, la flèche horizontale, on a les symptômes sévères de maladie mentale, on a les symptômes légers de la maladie mentale aussi. Encore là, la personne peut se trouver n'importe où sur cette flèche-là aussi. Fait que si je regarde au niveau du cadran 2 en bas à droite, qu'on parle de décompensation. À quoi est-ce que c'est que ça ressemble, ça? Bon, mais
on a toute une santé mentale, on vit toutes des choses qui peuvent être difficiles, puis à un moment donné, même si on a une santé optimale, on peut descendre puis avoir une santé mentale fragile. Par exemple, si je passe à travers d'un décès, si je passe à travers d'une séparation, je vis quelque chose de difficile. Donc, je peux avoir des symptômes légers de maladie mentale. Donc, le stress, ma santé mentale est moins bonne. Je peux être déprimée pour un certain temps. Donc, ça va avoir un effet sur ma santé mentale. C'est des symptômes légers parce que c'est relié à quelque chose qui est situationnel. Aussitôt que la situation va se résorber, mais là, je vais être correct puis je vais remonter de nouveau à ma santé mentale optimale. Mais pour un certain temps, il y a probablement que je ne filerai pas si bien que ça. Peut-être que je ne voudrais pas voir personne, peut-être que je vais essayer de m'isoler un peu. Fait que c'est là qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide, que quand c'est que ça va moins bien et que ça dure trop longtemps, il faut aller chercher de l'aide. Si on regarde, par exemple, dans le gradient 3, en bas à gauche, on regarde décompensé et aussi symptômes de maladie mentale. Donc là, la personne, elle a une maladie mentale. Elle a des symptômes qui peuvent être quand même assez sévères d'une maladie mentale. À quoi ça ressemble, ça? Mais si je regarde ça, c'est que la personne avec les problèmes de santé mentale qu'elle a, que sa santé mentale est vraiment pas bien, elle a peut-être perdu son réseau de soutien, elle a peut-être pas manqué les médicaments ou qu'elle a fait une rechute, des choses comme ça, qu'elle n'a pas d'argent pour payer son loyer, qu'elle n'a pas un logement qui est adéquat, elle n'a pas d'argent pour s'acheter à manger, par exemple. Mais en plus d'avoir une maladie mentale, puis des symptômes sévères, sa santé mentale, elle est fragile, elle n'est pas bonne, elle n'a pas une bonne santé mentale. Puis si on regarde, par exemple, dans le côté gauche en haut, mais la personne qui a une maladie mentale qui est en bas dans le cadran 4, elle peut facilement retomber dans le cadran 3. Puis elle peut s'épanouir aussi, puis avoir quand même les symptômes de maladie mentale, puis avoir encore sa maladie mentale. Mais quand même, elle va avoir de l'argent, peut-être qu'elle va avoir un emploi pour payer son loyer, avoir de l'argent pour s'acheter à manger, elle a un bon réseau de soutien, fait qu'elle est capable de s'occuper, puis il y a des gens alentour de elle qui est capable de l'aider, que ce soit aux soins au niveau médical ou même dans la communauté où c'est qu'elle a des bonnes ressources, tout ça. Fait que dans l'ensemble, même si elle a une maladie mentale, elle est capable d'avoir une bonne santé mentale aussi. Parce qu'on a des gens qui travaillent, puis même s'ils ont une maladie mentale, ça ne les empêche pas de travailler. Quand je parlais au début du programme d'emploi, mais le programme d'emploi pour les gens qui ont des difficultés, que ce soit maladie mentale ou que ce soit des difficultés ou des handicaps visuels, auditifs ou ces choses-là, sont capables d'avoir des choses qui peuvent s'adapter à leur travail. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus loin aussi par rapport à ça. Fait que dans l'ensemble, même si la personne a une maladie mentale, elle est capable de jouer puis de s'épanouir quand même, puis de profiter d'une bonne santé mentale, puis de profiter de la vie aussi. Fait que ça, c'est important aussi. Il ne faut pas penser qu'une personne qui a une maladie mentale pourra jamais rien faire de sa vie. C'est pas vrai, ça. Ça a peut-être été 30 ans passés où aussitôt que tu étais diagnostiqué d'une maladie mentale, ben, c'était comme si qui t'avaient mis, je sais pas moi, une croix puis tu pourras plus jamais rien faire. C'est plus comme ça. Il y a beaucoup de nouveaux médicaments, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Puis il y a eu beaucoup de changements au niveau de la santé mentale. Puis maintenant, on focus sur les forces de la personne plutôt que sur la maladie. Ça fait que la personne, même si elle a une maladie, c'est comme n'importe quelle maladie physique. Je peux avoir une maladie physique, mais je suis quand même autonome, je suis quand même capable de travailler, j'ai des forces, j'ai des qualités, j'ai des compétences, je suis capable de faire des choses. Fait qu'à ce qu'on focus plus par rapport à ça, puis on parle beaucoup plus aussi de rétablissement. On ne parle pas de guérison, on parle de rétablissement. Puis ça, un rétablissement, je veux dire, c'est pas obligé d'être guéri, mais tu peux être rétabli quand même. Fait que c'est ça qui est intéressant beaucoup au niveau de la santé mentale, qui est vraiment le fun aussi. Si que je vais un petit peu plus loin, si on parle au niveau de la stigmatisation. Oh, attendez un petit peu, j'ai été un petit peu trop vite. Cliquez trop vite. La stigmatisation, c'est les façons négatives et préjudiciables dont sont étiquetées les personnes vivant avec une maladie mentale. Puis souvent, ça signifie qu'ils sont étiquetés comme étant rien d'autre que la maladie elle-même. Là? Puis ça, souvent, des fois, c'est dans les mots qu'on va utiliser. Là, souvent, quelqu'un va faire quelque chose, puis c'est sans porter de jugement probablement, mais c'est une habitude qu'on a, on va dire « Ah, il est mental ».
Mais ça, des fois, c'est des mots qu'on pourrait faire plus attention à dire, ou on parle d'une chose, puis on va dire, hey, mon Dieu, hey, c'est mental. Mais ça peut affecter les gens aussi quand on parle de santé mentale. Puis quand on entend, pour une personne qui vit une maladie mentale, d'entendre ces mots-là, euh, peut-être qu'elle, ça peut faire de quoi. Ça fait qu'on peut choisir d'autres termes qu'on peut utiliser au lieu de dire ça. T'sais. Puis des fois, étiqueter les gens par leur maladie. T'sais, on va dire, ah, lui, c'est un schizo, elle, c'est une bipolaire. C'est des personnes, ils ont des noms. Ils vivent avec cette maladie-là. C'est comme une maladie physique. On ne va pas dire, ben ça, c'est un diabète, ça, c'est un cancéreux, ça, c'est un cardiaque, ça, c'est un. C'est comme, mais oui, mais la personne en arrière de ça, c'est Cécile qui vit avec une condition de diabète, ou Cécile qui vit avec une condition cardiaque. Fait on essaye de mettre la personne en avant de tout pour la traiter comme une maladie. Fait que la stigmatisation, c'est une attitude ou une croyance profondément enracinée dans l'esprit des gens à propos d'un groupe minoritaire comme les personnes ayant des maladies mentales. Ça fait que ça, c'est des choses. Puis ça peut être ça comme ça peut être autre chose aussi qu'on peut stigmatiser. Fait que des fois, c'est le choix de mots, les mots qu'on va utiliser, des fois de prendre conscience des mots qu'on utilise alentour de nous autres. Fait que juste ça peut faire une différence dans notre entourage aussi. Si on regarde au niveau de la stigmatisation au travail, quand on parle de la stigmatisation, on parle d'absentéisme. Je vais mettre ça, ça comme on parle d'absentéisme, c'est absence, fréquence. OK. Je voulais juste parler un petit peu par rapport à la discrimination parce que je voulais vous donner un petit peu de statistiques par rapport à ça. Ça fait que je vais juste reculer un petit peu. Bon. Puis, je vais reculer là. Par rapport à ça. On s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. Bon. Puis, ça que ça disait un peu dans mes notes, c'était la stigmatisation, ça se manifeste sous la forme de stéréotypes négatifs. Puis souvent, c'est inexact et de comportements discriminatoires. Puis c'est qu'on en regarde, puis pour démontrer l'effet de la stigmatisation sur la personne qui est stigmatisée, on est capable de considérer comment la personne qui a un trouble psychiatrique finisse penser elle-même qu'elle est folle ou qu'elle est sans valeur. Souvent, c'est ça qui va arriver aussi parce que les autres aussi se jugent. Ils se jugent en étant inadéquats ou non corrects, puis qu'ils ne sont pas bien. Ils peuvent se considérer comme si ils ne sont pas bons. Ça fait que c'est pour ça des fois qu'ils ne vont pas s'engager non plus. Puis cette réaction-là, mais ça compense les fausses idées communes qui prétendent qu'ils sont violents ou incontrôlables. Puis ça, on attend ça souvent, que les gens qui ont des problèmes, qui ont des maladies mentales sont violents. C'est pas nécessairement vrai. Il y a pas vraiment, il y a un faible pourcentage, mais qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Quand il y a quelque chose qui arrive, c'est une personne qui est atteinte de maladie mentale, mais là, ça va faire des manchettes jour et nuit pour 2-3 jours. C'est pour ça, puis dans l'esprit des gens, ça reste comme si que toutes les personnes qui ont des maladies mentales sont violentes. Puis c'est pas le cas, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des meurtres qui en arrivent à tous les jours, mais ils passent pas 3 jours sur la télévision, une en arrière de l'autre, sur toutes les nouvelles. Fait que si on regarde ça, des fois, là, on dit, ouais, mais peut-être qu'ils exagèrent un petit peu trop aussi. Des fois aussi, la tendance à la passivité peut provenir du refus de postuler pour des emplois, des possibilités d'avancement, parce qu'ils sont timides, puis par rapport à qu'est-ce que c'est qu'ils vivent, mais peut-être qu'ils n'iront pas. S'il y a des avancements au niveau de leur travail, peut-être qu'ils ne postuleront pas pour ce poste-là parce qu'en se disant que peut-être qu'ils n'ont pas les compétences, ça fait qu'ils n'iront pas voir. Puis l'antidote à la stigmatisation au travail, c'est d'être capable de créer un environnement qui est éducatif, qui est positif, puis qui est favorable, qui est accueillant aussi pour ces gens-là aussi. Puis je pense que plus qu'on est informé, plus qu'on a d'informations par rapport à ça, mieux qu'on est capable de comprendre les gens qui vivent avec les maladies mentales. Puis plus qu'on connaît les maladies mentales, on peut s'apercevoir qu'ils ne sont pas si épeurantes que ça non plus. C'est quand on peut les comprendre aussi. On dit qu'il y a à peu près de la moitié des personnes, soit 49%,
qui pensent avoir été déprimés ou anxieux, qui n'ont jamais consulté un médecin à propos de ce problème. Fait qu'on peut voir comment est-ce que c'est que les gens hésitent d'aller voir un médecin, puis ils vont vivre de l'anxiété. Peut-être, j'ai connu des gens qui ont vécu de l'anxiété toute leur vie, puis à un moment donné, qui sont aperçus qu'ils ont besoin des médicaments, puis qui ont pris des médicaments, puis qui ont dit, mon Dieu, c'est le jour puis la nuit, je savais pas que je pouvais. Tu sais, il me semble que là, je me retrouve, j'ai moins peur d'aller à l'épicerie, j'ai moins peur de rencontrer des gens, j'ai moins peur d'être parmi le monde. Tu sais, mais avant, mon anxiété m'empêchait de faire des choses. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi d'anxiété et qui souffrent en silence. Fait que la stigmatisation ou la discrimination associée à la maladie mentale, ça représente un obstacle qui est important, pas seulement pour avoir un diagnostic puis au traitement, mais aussi à l'acceptation dans la communauté. Parce que c'est pas quelque chose qu'on parle couramment, comme qu'on va parler du diabète ou qu'on va parler de la tension artérielle, des choses comme ça. Les maladies mentales, ils peuvent être traitées efficacement. Il y a des bons traitements. Depuis les dernières années, ils ont des bons médicaments qui sont capables d'aider les gens à vivre une vie qui est quand même le fun, puis qui peuvent aller travailler, qui peuvent faire des activités, ils peuvent faire des choses, avoir une famille, puis faire des choses. Puis ici, on en regarde ça quand on parle de normal. Mais le normal, là, c'est différent pour tout le monde. On n'est pas tous pareils. Au Canada, il y a 50% des gens qui diraient à leurs amis ou aux collègues qu'un membre de leur famille est atteint d'une maladie mentale, tandis que 68% révéleraient un diagnostic de diabète. Ça fait qu'on peut voir la différence. Hein? Puis il y a 72% un diagnostic de cancer pour un membre de leur famille. Fait qu'on serait plus enclin à parler si on a un membre qui a du diabète, si qui a du cancer, que quelqu'un qui a une maladie mentale. Fait qu'on peut voir comment est-ce que c'est. Hein? Puis au Canada, il y a 12% des gens qui ont indiqué qu'ils engageraient un avocat ayant une maladie mentale. Fait que juste 12%, fait que c'est quand même pas beaucoup. Puis c'est des gens extrêmement compétents. On a des gens, les défenseurs des droits des malades mentaux aussi. Il n'y a rien qui les empêche d'avoir un diplôme universitaire puis de poursuivre des hautes études. Le psychiatre Pat Deacon, qui est atteint de schizophrénie, elle vit avec la schizophrénie, puis c'est une psychiatre qui donne des conférences à travers le monde entier. Qui donne des conférences par rapport à ça. Elle a développé des programmes, puis on pourrait en nommer d'autres aussi. Il y a d'autres artistes aussi qu'on voit où c'est qu'ils font des choses, puis de plus en plus, on en connaît de plus en plus. Au Canada, il y a 49% des gens qui ont déclaré qu'elles seraient amies avec une personne ayant une maladie mentale grave. C'est juste la moitié de la population. On dit qu'il y a 46% des gens parlent de la santé mentale comme un moyen de justifier un mauvais comportement. Au Canada aussi encore, il y a 27% des gens qui ont peur d'être en présence de personnes qui sont atteintes d'une maladie mentale grave. La peur, parce qu'ils ne connaissent pas. Un coup que les gens connaissent, puis qu'ils savent qu'est-ce que c'est, mais ça peut enlever. C'est normal d'avoir peur des choses qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui est normal. Mais si on va puis on s'informe, qu'on fait de la recherche par rapport à ça, on peut comprendre plein de choses. Ça peut nous aider à enlever notre peur, notre anxiété par rapport à ça. On a tous des idées ou des attitudes discriminatoires ou stigmatisantes. C'est important de reconnaître les idées et les attitudes discriminatoires ou stigmatisantes, puis d'examiner de où ce qu'elles viennent, ça. C'est où ce que c'est que j'ai appris ça? Est-ce que c'est quelque chose que ça fait longtemps que ça dure, puis ça a juste continué de génération en génération? Est-ce qu'on peut les contester? Est-ce qu'on peut voir d'autres choses? T'sais, de s'efforcer de contrôler puis de modifier les comportements qui sont malveillants qui peuvent en découler. Fait que des fois, c'est de faire la recherche. Si je parle au niveau de la région de Carleton, on a le CHR, mais pour longtemps, on a été discriminé par rapport à ça, par rapport au CHR. Tu sais, j'entends encore des gens qui vont dire qu'avant, c'était comme ça. Si tu avais été faire un tour à Carleton, tu étais fait. Tu avais pu, mais c'est ça la discrimination, la stigmatisation. Mais on avait des bons soins, on a encore des bons soins à Carleton. Il y a beaucoup de gens qui ont venu se faire soigner et qui sont bien. Fait que si je regarde à ma prochaine acétate, la stigmatisation au travail, puis qu'on regardait au niveau de l'absentéisme, c'est des absences fréquentes de courte durée, non planifiées ou inattendues pour cause de maladie ou type de congé.
Si on en regarde du présentéisme, puis ça, on a tout fait, chacun notre tour, c'est un employé qui se présente au travail malgré le fait qu'ils ont un état de santé qui justifie une absence et, en conséquence, ils effectuent leur travail dans des conditions non optimales. Comme une fois qu'on a rentré au travail, puis qu'on se sentait vraiment pas bien, qu'on était épuisé ou qu'on avait un rhume, puis qu'on avait la boîte de Kleenex, puis tout congestionné, puis tout. Mais on était quand même au travail, on était présent, mais est-ce qu'on était optimal? Est-ce qu'on était capable de faire notre travail dans un niveau optimal? Non. Ça aurait été mieux qu'on aurait pris la journée de congé, puis de rester au lit, puis de se soigner. On aurait été plus performant. Mais des fois, on n'a pas le choix, il faut rentrer travailler quand même. Fait que dans ce temps-là, on peut faire du présentéisme. Puis je pense qu'on en fait tout un petit peu une fois de temps en temps, ça nous arrive. Quand on parle du concept de l'iceberg, on dit qu'il y a seulement 10% d'un iceberg qui se trouve au-dessus de la surface. Ça fait qu'est-ce que c'est qu'on voit? C'est juste un petit morceau, même s'il paraît énorme, il est encore 3 et 4 fois plus énorme en dessous. Puis tout le reste, qui est le 90% qui se trouve au-dessus du niveau de la mer. Ça fait que c'est quand même beaucoup, là. Au-dessus de l'eau, les choses qu'on voit, soit le 10%, c'est les stratégies d'adaptation ou les réactions d'une personne à ce qui se passe au-dessus, en dessus, la surface qui est le 90%. Fait qu'on peut voir les comportements, on peut voir la façon qu'elle se comporte. Ces choses-là, c'est le 10%. Le 90% qui est sous l'eau sont les symptômes, c'est les pensées, c'est les sentiments qui sont liés à la maladie mentale ou les problèmes de santé mentale. Toutes les expériences qu'on a vécues qui se retrouvent en dessous de cet iceberg-là, qu'on ne connaît pas de la personne. Fait qu'elle peut avoir vécu des traumatismes affreux, de la négligence, des abus, des choses comme ça, mais ça, on ne se voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est le comportement qu'elle a développé pour être capable de survivre, de composer avec les choses de la vie. Fait que c'est ça qu'on voit. C'est ce petit 10%-là. Mais quand on se met à regarder les choses qui se passent en dessous de ce 10%-là, on peut comprendre un peu pourquoi elle a adopté ce comportement-là. Puis souvent, c'est des comportements qu'elle adopte à l'enfance ou dans la jeunesse pour être capable de survivre, de affronter les choses de la vie. Malheureusement, ils vont garder ces comportements d'adaptation-là jusqu'à l'âge adulte, puis c'est là que ça devient nuisible. Parce que mais c'est la seule façon qu'ils ont appris à composer avec ce qu'ils vivaient. Donc, c'est ça qu'ils ont appris à faire, c'est ça qu'ils utilisent pour ça. Fait que on peut, quand on regarde quelqu'un qui a un comportement, il faudrait peut-être aller voir c'est quoi qui se cache en dessous de ce comportement-là. Il y a peut-être des choses, on pourrait peut-être apprendre des choses par rapport à ça. Si on regarde l'équilibre de vie, on dit que 58% des Canadiens rapportent un sentiment de surcharge des rôles, une prévalence qui est significativement plus élevée d'anxiété et de dépression chez les employés qui travaillent de plus de 49 heures par semaine. Ça fait que ça, on en voit beaucoup. On disait qu'en 2005, les travailleurs passaient 45 minutes de moins par jour avec leur famille qu'en 85. Fait que c'est quand même beaucoup, 45 minutes. Ça équivaut à 5 semaines supplémentaires, 5 semaines de travail supplémentaire par année. C'est quelque chose, hein? Si on regarde les performances des employés, les taux de maladie, de l'absentéisme, les accidents, la rotation du personnel, c'est tout affecté par l'état de santé mentale des employés. Ouais. Fait que, puis on voit ça, la rotation. Avant, on pouvait aller dans un travail, puis tu rentrais là quand tu avais sorti de l'école, puis tu sortais de là à la retraite. C'est plus comme ça, c'est sûr. Il y a beaucoup moins de sécurité au travail, et on travaille beaucoup plus aussi. On disait qu'entre 98 et 2010, le temps consacré au travail a augmenté de 3,9 heures par semaine. Ça fait que les performances des employés, les taux de maladie, comme je disais tantôt, la rotation du personnel, comment est-ce qu'on peut commencer à identifier les éventuels problèmes de santé mentale chez les employés? Comment est-ce qu'on est capable, avec tout ce que c'est qui se passe? Puis, je pense que peut-être là, avec la pandémie, même si on dit que c'est négatif, oui, c'est négatif, mais il y a quand même du positif qui va ressortir de ça aussi. On s'aperçoit là que les gens, même s'ils travaillent à partir de la maison, sont aussi performants que s'ils seraient dans un bureau ou au travail. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer pour le mieux aussi. Peut-être que ça va être le fun. Parce que je vous dirais, j'aurais jamais pensé, moi, de faire des webinaires par l'ordinateur. Mais je trouve que c'est un bel outil de travail, qu'on est capable de joindre les gens partout où ils sont,
Puis, les gens ont juste besoin de se connecter, puis ils peuvent l'écouter soit en direct, puis quand c'est préenregistré, puis ils peuvent avoir accès après, mais les gens peuvent aller, puis le regarder quand le temps le permet, quand ils peuvent aller. Fait que c'est quand même le fun pareil. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir de ça qui vont être du positif. C'est sûr qu'il va y avoir du négatif, mais il y a beaucoup de positif qui va sortir de ça. Si on regarde la santé mentale au travail, les problèmes ou les troubles de santé mentale qui se manifestent le plus souvent au travail, on regarde à l'anxiété, la dépression, puis aussi la consommation, l'abus de substances. Puis le plus souvent, elle touche les personnes dans la tranche de l'âge la plus active de la vie professionnelle, soit entre 24 et 44 ans. On appelle ça dans la fleur de l'âge, mais c'est plutôt dans ce temps-là où c'est que les personnes vont être plus touchées. Je sais pas si c'est à cause, il y a plus de stress, plus de responsabilités, plus de choses. Je veux dire, la famille, les enfants, fait qu'on on a beaucoup plus de responsabilités. Ça peut avoir un effet aussi, mais il y a plein d'autres choses aussi, là. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un facteur important pour la santé mentale parce qu'il faut être capable d'équilibrer les deux aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail aussi, mais on veut avoir aussi du temps de qualité en famille, puis pour nous-mêmes aussi, nous ressourcer pour être capable de faire un bon travail aussi. Les demandes au travail continuent d'augmenter. Comme le nombre d'heures que la majorité des Canadiens passent à leur travail. Puis là, parce que ça change aussi, ça fait que ça va être une nouvelle façon de fonctionner. Fait qu'il y aura peut-être plus de demandes qui nous est demandées. Puis il y a beaucoup plus de demandes aussi, puis on dirait que ça allait vite, vite, vite. Là, tout d'un coup, on a arrêté. Puis je pense que ça va peut-être nous aider à prendre un recul puis voir la vie autrement aussi. Puis peut-être le travail autrement. On va changer peut-être nos priorités ou la façon qu'on pensait par rapport au travail, par rapport à la vie familiale aussi. Un Canadien sur 4 travaille au moins 50 heures par semaine comparativement à il y a 10 ans. Fait que c'est quand même beaucoup, là, 50 heures par semaine. Si que je regarde au niveau de Statistique Canada, environ 27% des adultes qui travaillent ont déclaré qu'ils ressentaient beaucoup ou une quantité extrême de stress au quotidien. Puis le coût total des troubles de santé mentale et des maladies mentales pour l'économie canadienne sont très élevés. Il y a 62% des répondants qui ont déclaré que le stress au travail était la principale raison de leur stress. Puis l'étude commandée par la Commission de la santé mentale du Canada indique clairement qu'il en coûte au moins 50 milliards de dollars à l'économie canadienne. Puis ça représente 2,8% du produit intérieur brut au Canada. Hein? Fait, parmi les autres sources de stress qu'on trouve, pour les travailleurs qui sont très stressés, il y a la préoccupation d'ordre financier. Puis je sais qu'en ce temps-ci, c'est beaucoup, si on regarde au niveau de la pandémie, j'imagine qu'il y a beaucoup de préoccupations au niveau financier. Il y a le manque de temps. On parle de problèmes familiaux, on parle de problèmes personnels, autres aussi qui est à 6%. Fait qu'on peut voir qu'il y a quand même il y a beaucoup de préoccupations par rapport au stress financier, par rapport au manque de temps. Parce que si on travaille 50 heures par semaine de plus, donc on a moins de temps avec la famille aussi. Fait que le coût lié aux soins de santé, puis aux services sociaux, puis au soutien du revenu, ça représente la majeure partie de ces coûts-là. Mais il y a également coûté aux entreprises plus de 6 milliards de dollars en perte de productivité. Si on parle d'absentéisme, de présentéisme et de chiffre d'affaires, ça c'est en 2011 qu'ils ont fait cette étude-là. Puis au cours des 30 prochaines années, le coût total pour l'économie va s'élever à plus de 2,5 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent, si on regarde ça. Mais là, peut-être que ça va changer, on ne sait pas. Si on regarde au niveau de l'emploi, l'emploi offre 5 catégories d'expériences psychologiques qui favorisent le mieux-être mental. On parle de la structure du temps, le rôle de la santé mentale. Puis l'absence d'une structure de temps peut être un important fardeau psychologique. Si on regarde le contact avec les collègues, les superviseurs, les clients aussi, les contacts sociaux qu'on a.
Si on parle aussi de l'offre, l'emploi, ça offre un contexte social en dehors de la famille, tu sais, un sentiment d'appartenance, l'effort, le but, tu sais, puis ça, si on aime notre travail, on veut aller travailler, on aime ça. C'est qu'on regarde l'identité sociale, puis l'emploi, c'est un élément important qui nous définit. Tu sais, là, notre travail, il y a beaucoup de gens qui sont définis par leur travail parce qu'ils ont fait ça pour toute leur vie. Quand on parle d'un mécanicien, un plombier, un charpentier, tu sais, tu as une identité sociale. Si on regarde l'activité régulière, organiser son train-train, on a besoin de s'organiser autant à la maison comme au travail pour faire un bon travail puis avoir une bonne discipline, une bonne routine à la maison aussi. Ça fait que ça se fait au quotidien, ces choses-là. Fait que ça, c'est toutes les 5 catégories psychologiques qui favorisent le mieux-être mental. Fait qu'on a besoin d'avoir ça. Puis si on regarde la santé mentale au travail, pose la question, pourquoi un employé ne dirait-il pas à son employeur qu'il a un problème de santé mentale? Bonne question, ça. Hein? Peut-être qu'il a peur de la réaction des autres, la stigmatisation, discrimination, de peur d'être mis de côté parce qu'il s'est dévoilé. Ça, c'est une des choses aussi. Possibilité d'avancement limité. Je disais tantôt, peut-être qu'il y a des postes qui ouvrent, mais il ne peut pas postuler non plus. Ne pas savoir à qui s'adresser. Je ne sais pas à ce que c'est qu'il faut que je pense. Je ne connais pas les politiques, je ne connais pas les choses. Fait que, politique d'accommodation inconnue. Au niveau du travail, si j'ai été en congé de travail puis je reviens au travail, est-ce qu'il y a des politiques en place qui sont capables de m'accommoder dans mon travail? Par exemple, je ne sais pas moi, si que c'est au niveau physique, par exemple, mettons un exemple, ils peuvent mettre une rampe. Au niveau de santé mentale, puis ça, je vais revenir de nouveau là-dessus. Est-ce qu'il y a des politiques d'accommodation que je ne connais pas? De regarder ça. Ne pas connaître qu'ils ont un problème de santé mentale, qu'ils vont dénier ou qu'ils vont dire, même si une personne vit de l'anxiété, mais elle va nier que c'est pas de l'anxiété ou si elle a une dépression, mais elle ne veut pas savoir, elle va pas se dévoiler. Fait que ça, c'est quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment aller chercher de l'aide parce que plus longtemps qu'on attend, mais plus qu'on va dépérir, après ça, c'est plus dur à se relever. Fait que c'est bon que quand on voit que ça ne fonctionne pas, puis ça fait quand même un petit bout de temps que ça fait ça, aller consulter. Les services de santé mentale sont ouverts partout dans la province, fait qu'on peut appeler pour pas avoir une consultation. L'incertitude de l'avenir, puis les restrictions. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut voir. Les signes à surveiller de la performance au travail. De ça, il y a des signes qu'on est capable de remarquer. Le retard ou de l'absence constant par maladie ou d'autres raisons. Il y a le manque de coopération, capacité limitée à travailler avec les autres. Diminution de la productivité. La personne travaillait, mon Dieu, c'était productif, tout ça, puis tout d'un coup, c'est comme, ça prend plus de temps, c'est plus difficile d'aller, pause fréquente hors de son bureau. Parce que peut-être qu'elle ne peut pas se concentrer, il y a quelque chose qui ne va pas, ça fait qu'elle prend des pauses fréquentes. Augmentation des accidents, problème de sécurité. Donc, peut-être le bureau n'est pas là, fait qu'elle ne fait pas attention, ou fait qu'il y a une augmentation des accidents. Parce que si tu n'as pas la concentration, tu n'es pas préoccupé par les choses qui t'entourent alentour de toi. Plainte fréquente de fatigue, douleur inexpliquée. Puis souvent, il n'y a pas de raison physique pour les douleurs qu'on ressent physiquement, mais souvent, c'est psychologique. Puis quand on parle de dépression, on dit la dépression fait mal où? Mais la dépression, ça fait mal partout. Puis quand une personne vit une dépression, le niveau de concentration n'est pas là. Fait qu'elle ne peut pas se concentrer assez longtemps pour faire une tâche non plus. Même sur les conversations, ça peut être difficile aussi. Difficulté à se concentrer, à prendre des décisions, à se souvenir de certaines choses, trouver des excuses pour le non-respect des délais, un travail médiocre, fait il y a des échéances, puis il y a des choses qu'il faut qu'ils soient prêts à certaines dates, mais il y a des excuses pour ne pas respecter ces choses-là. Moins d'intérêt pour le travail, puis moins de participation aussi au travail. S'il y a des activités qui se passent au bureau, tout ça, mais il y a moins de participation par rapport à ça aussi. Diminution de la qualité du travail, l'augmentation des heures supplémentaires sur une période prolongée,
Retrait ou évitement. Et on peut voir ça aussi. Des idées étranges ou grandioses. C'est des choses qu'on peut voir. Manifestation de colère ou de défensive. Ça c'est des signes qu'on peut surveiller qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la personne. Fait que des signes qu'on peut remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les signes à surveiller au niveau du travail. Pourquoi un employé ou un superviseur ne peuvent-ils pas agir pour soutenir quelqu'un? Pourquoi est-ce que c'est qu'ils ne peuvent pas? Parce qu'ils ne savent pas comment aider. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Puis encore là, ils peuvent aller chercher de l'information par rapport à ça. Peur des conséquences, ils interviennent. Fait qu'il y a des conséquences, c'est qu'il y en a qui donnent plus d'attention à un employé qu'à un autre. Bon, mais on dit, bon, mais c'est-tu le petit pet du boss ou des choses comme ça. Fait que les peurs des conséquences, s'ils interviennent. Manque de confiance dans l'évaluation de la situation. Peut-être qu'il n'est pas assez confiant de savoir comment évaluer la situation. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est qui se passe. Fait que ça, c'est une des choses aussi. Pourquoi est-ce que c'est qu'un employeur n'ira pas vérifier? Espérer que la situation va se régler d'elle-même. On va attendre, puis peut-être ça va se replacer. Fait que ça, c'est toutes des choses. On a déjà effectué une situation, on a déjà été affecté par une situation similaire. Peut-être qu'ils ont déjà essayé d'aider auparavant, ça n'a pas fonctionné, ça a mal tourné, fait qu'ils ne veulent pas se réimpliquer de nouveau. Fait que ça, c'est des choses aussi pourquoi est-ce que c'est qu'un employeur ou un employé, un superviseur ne peuvent pas agir pour soutenir quelqu'un. Mais je pense que si la personne se dévoile elle-même, puis elle va chercher le soutien, on va voir l'employeur, je pense que l'employeur serait prêt à donner un bon coup de main à la personne aussi. Si on en garde encore des signes à surveiller, risque et conséquences de ne pas agir pour aider et soutenir. L'absence de soutien peut entraîner une détérioration de son état, parce que si on n'y est pas, elle va juste aller plus creux dans sa maladie. Des relations tendues entre les employés, parce que là, ça peut faire de la frustration aussi au niveau des employés. Sentiment de responsabilité de la part des autres membres du personnel pour couvrir l'employé et assumer ses tâches. Fait qu'ils vont faire plus de tâches pour essayer de couvrir l'employé peut-être qui ne va pas bien. Collègues qui ressentent de la colère ou du ressentiment parce qu'elle ne fait pas son travail. C'est des choses qui arrivent. Collègues évitant les contacts avec l'employé. Fait qu'on va l'éviter, cet employé-là, parce qu'on ne veut pas être, puis des fois, on dit on ne veut pas être contaminé par cette personne-là. Détérioration du moral affectant le fonctionnement et la motivation de l'équipe. Mais c'est sûr que ça va affecter le fonctionnement de l'équipe aussi. Fait que perte d'un employé résultant d'une mesure disciplinaire prise à l'encontre de l'employé ayant des difficultés ou ayant choisi de partir. Des fois, il y a des employés parce qu'il n'y a rien qui est fait par rapport à l'employé qui ne va pas bien. Il y en a d'autres qui vont s'en aller. Puis peut-être ça va apporter aussi à part des bons employés. Que si on ne fait rien. Puis en même temps, si on va apporter notre aide à la personne qui est en difficulté, on est là pour y aider, y trouver des ressources. Il y a des ressources dans la communauté, puis dans chacune de nos régions, il y a plein de ressources. Puis on avait un arbre à solution aussi, où c'est qu'il y avait les ressources qui étaient toutes écrites dessus. Mais je pense que chacune des régions vont continuer à avoir ces ressources-là de disponibles. Ça fait qu'on est capable d'aller chercher des ressources qui soient formelles ou informelles. Les deux sont bons pour aider la personne aussi. Ça fait qu'on a besoin d'impliquer d'autres gens, puis c'est toujours avec l'accord avec la personne, puis c'est mieux d'aller parler directement avec la personne que de le faire dans son dos. Fait qu'au moins, si on peut le faire, puis être direct, puis être sincère, puis être honnête avec la personne, elle va développer une confiance, elle va dire, je suis capable de faire confiance à cette personne-là. C'est ça qu'on veut aussi, c'est que la personne ait confiance en nous. Parce que si je n'ai pas confiance en quelqu'un, moi, je n'irai pas y conter mon histoire de vie. Il faut vraiment que j'aie confiance en cette personne-là. C'est des choses qu'on est capable de développer. Puis aussi, en tant qu'employé, en tant qu'employeur, superviseur aussi, si on est là pour aider nos employés, nos collègues de travail, mon Dieu, l'équipe va s'en sortir plus fort. Puis on va apprendre aussi, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de ça, parce qu'on est tous à risque de développer un problème de santé mentale. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Aujourd'hui, c'est elle, peut-être que dans un mois, ça sera quelqu'un d'autre.
dans la gang. Puis on a tous chacun une résilience, une façon de dealer avec les choses, puis d'affronter les choses, puis d'être capable de passer par-dessus. Fait qu'on n'a pas toute la même résilience, on ne perçoit pas toutes les choses de la même façon non plus. Fait qu'on a tous chacun notre façon à vivre les expériences qu'on vit aussi. Mais d'avoir de l'information par rapport à ça, puis avoir du soutien, ça va nous aider encore plus aussi. Il y a les risques pour la sécurité, augmentation de la santéisme puis du présentéisme. Ça, on va voir ça aussi. Comment est-ce que c'est qu'un employeur peut aider? Mais ils sont capables d'aider, faire preuve d'ouverture puis de flexibilité. Ça va augmenter la productivité. Parce que la personne va se sentir en confiance, puis on va dire, je suis supportée, donc je vais faire le plus que je peux pour mon travail aussi. Renseignez-vous sur les ressources de votre agence. Qu'est-ce que c'est que l'agence est capable d'offrir à l'employé aussi? Y a-t-il des choses qu'on est capable de faire? Y a-t-il des choses qu'on est capable de développer pour aider? Ça fait que ça aussi, c'est bon. Puis, plus que de choses qui est là pour l'employé, l'employé va se sentir mieux, puis va sentir qu'il appartient aussi, puis qu'ils sont là pour lui s'il y a des difficultés. Se familiariser avec les politiques de l'agence puis des mesures d'adaptation, parce qu'il y en a des mesures d'adaptation. Examiner comment le poste pourrait être modifié pour que la personne puisse continuer à travailler et obtenir du soutien qu'elle a besoin. Y a-t-il des choses qu'on est capable de modifier, d'organiser pour l'aider à faciliter jusqu'à temps qu'elle rentre puis qu'elle soit correcte puis qu'elle peut prendre son fonctionnement normal? Faire un remue-ménage sur les façons dont on est capable, en tant que dirigeant ou en tant qu'employé aussi, qu'on est capable d'aider, de soutenir en toute sécurité puis à l'aise aussi de le faire. Être franc, honnête, professionnel, être attentionné dans son approche aussi. Fait que ce qu'on est là, on apporte la confiance à cette personne-là. Puis un employé qu'on apporte son aide, puis qu'on apporte, cet employé-là va essayer de toute son aide de produire puis d'être productif pour son employeur aussi. Réfléchir aux points forts et aux valeurs de l'employé pour l'agence, puis lui transmettre cette information-là. Tu sais, qu'on s'aperçoit que la personne est bonne dans quelque chose, mais la féliciter puis d'y montrer ses points forts. Tu sais, et toi, tu as une bonne, tu sais, que ce soit l'écriture, tu as une bonne main d'écriture, tu écris bien, ça peut être n'importe quoi, mais aller sur ses forces, sur ses points forts, des choses qu'elle est forte dedans, puis lui donner ces tâches-là. On a toutes des forces, puis on a toutes des faiblesses. Mais si on travaille sur nos forces, puis qu'ils apprennent à reconnaître nos forces, puis d'utiliser ces forces-là, ça va être encore beaucoup mieux pour l'employé. Ça va rebâtir sa confiance, son estime, puis aussi, ça va l'aider à aller mieux aussi. Ça va aider tout le monde, dans le fond, puis l'agence aussi. Envisager des questions ouvertes qui encouragent l'employé à chercher du soutien. Peut-être y démontrer ou montrer que vous connaissez les ressources dans la communauté, les personnes qui peuvent aller voir. Ça fait que c'est toutes des choses, puis poser des questions ouvertes qui est capable de répondre, puis qu'elle parle de comment est-ce que c'est qu'elle vit, comment est-ce qu'elle se sent elle-même. Puis essayer d'éliminer les distractions. C'est qu'en manque de concentration, mais s'il y a trop de bruit alentour, puis il y a trop, mais ça peut déranger, même quand on a tout notre esprit là. S'il y a trop de bruit alentour, c'est dérangeant, ça nous dérange, ça fait que ça a besoin. Ça fait que des fois, c'est juste des petites choses qu'on est capable d'apporter, puis qui va faire un grand changement pour la personne aussi. Comment est-ce que c'est qui peut aider l'approche adoptée pour soutenir un employé? C'est important. Ne pas être indiscret ou essayer de diagnostiquer une maladie. Parce que c'est pas notre job, c'est pas notre place, il y a des professionnels pour ça. Puis c'est les autres qui vont décider. Puis de diagnostiquer une maladie mentale est pas facile parce que ça change beaucoup, puis il y a beaucoup de choses qui s'apparentent à une autre maladie. Fait que ça prend vraiment des professionnels, puis ça se fait sur une période de temps. C'est pas comme si que j'arrive à l'urgence puis j'ai un bras de cassé puis ils s'aperçoivent que c'est ce os-là qui est brisé, mais ils vont le prendre puis ils vont le mettre dans un plat, ils vont l'arranger. La santé mentale, c'est pas comme ça. Les maladies mentales, c'est pas comme ça. Ça fait que ça se fait sur une période de temps. Il y a des symptômes, il faut qu'ils voient les symptômes, des choses comme ça. Les symptômes ont tendance à changer d'un temps comme dans l'autre. Ça fait que des fois, ça peut être difficile à diagnostiquer une maladie. Puis des fois, il y a des gens qui vont recevoir plus qu'un diagnostic aussi durant la période de sa maladie, jusqu'à temps qu'ils trouvent le bon diagnostic avec les bons médicaments.
aborder le problème comme une question de performance liée au travail. Que c'est pas lié à elle, à sa personne, à elle, c'est par rapport au travail. Comme ça, elle ne se sentira pas jugée non plus. Offrir la possibilité d'un aménagement si nécessaire, qu'elle a besoin des choses qui soient aménagées, qu'elle a besoin pour mieux fonctionner, mais c'est avec elle de savoir ça. Permettre l'accès à un programme d'aide aux employés ou à l'orientation vers des services dans la communauté. C'est des choses qu'ils peuvent avoir. De veiller à la confidentialité soit respectée, y compris en ce qui concerne les références aussi. Que ce soit respecté, le respect. La confidentialité. Fixer un rendez-vous pour se rencontrer de nouveau. Quand on a fait les démarches, mais de rencontrer l'employé après une semaine ou 2 semaines, ou ça peut être quelques jours pour voir comment ça fonctionne. Y a-t-il d'autres choses qu'on devrait ajuster? Est-ce que ça va? Comme ça, elle sent qu'elle est voulue, puis qu'ils font confiance, puis qu'ils sont là pour l'aider. Ça fait que ça aide beaucoup un employé. Veillez à ce que les visites de vérification se déroulent comme promis. Si vous avez promis puis vous avez mis un rendez-vous une telle date, c'est d'essayer le plus possible de le respecter. Si il y a quelque chose, pour une raison ou une autre, ça ne peut pas être respecté, mais au moins d'aviser la personne, puis d'aller la voir, puis d'expliquer la situation, puis de restituer un autre rendez-vous. Faire un suivi avec les évaluations de performance au travail. De ne pas le mettre sur une tablette puis de rester là. Documenter toutes les rencontres de manière complète pour savoir qu'est-ce que c'est qu'on a discuté, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a conclu, qu'est-ce qu'on a décidé ensemble. Puis ça, c'est tout documenté par rapport à ça. Ça fait que les deux savent qu'est-ce que c'est qu'on est en train de faire. Offrir des possibilités de formation, de sensibilisation continue à l'ensemble du personnel. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on a besoin d'avoir de formation en tant qu'employé, qu'on continue d'avoir de la performance. Des bonnes pratiques, mesures qu'un employeur peut prendre pour voir la santé mentale d'une personne qui retourne au travail à la suite d'un traitement pour des problèmes de santé mentale ou de maladie mentale. Veiller à ce que le médecin soit conscient de toutes les tâches dont il est responsable. Que la personne est responsable de ça. Engager l'employé à suivre son plan de traitement. Vérifier avec l'employé pour voir comment est-ce que c'est qu'il va. C'est toutes des choses que je suis en train de dire tantôt. Veiller à ce qu'un plan de mieux-être soit mis en place en cas de crise. Ça, c'est important aussi. D'avoir, si on peut avoir ça, de placer pour les employés. Qu'on ait ça. Parce que si jamais qu'il arrive quelque chose, bon, au moins, on a un plan qu'on est capable, qu'on a décidé ensemble, qu'on est capable de suivre si telle et telle chose arrivait. Fait que ça, c'est bon à voir avec l'employé aussi. Envisager un retour progressif au travail, les heures à temps partiel, avant le temps plein. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi. Identifier les stresseurs ou les déclencheurs possibles sur le lieu de travail. Adapter le travail en fonction des facteurs de stress, le rythme de travail, le niveau de bruit, les événements sociaux, tout. Puis ça, il faut éviter la surprotection aussi. Inclure l'employé dans les décisions qui sont relatives à son mieux-être. C'est toujours de le faire en accord avec la personne aussi. Assurez-vous que la personne est traitée comme un membre de l'équipe. Fait que ça, c'est important. Les aménagements qui peuvent être faits pour la personne, des horaires de travail flexibles. Peut-être qu'elle peut juste faire une coupe d'heure l'avant-midi, mais c'est correct. Peut-être une coupe d'heure dans l'après-midi. Fait que des heures d'horaire de travail qui sont flexibles. Puis je regarde au niveau maintenant, au niveau de la pandémie, mais il y a beaucoup de familles, de personnes qui sont au travail, donc ils ont besoin de ces heures de flexibles-là parce qu'ils ont les enfants à la maison, donc ils sont peut-être pas disponibles de 8 heures à 4 heures. Fait que c'est des heures entrecoupées. Fait que d'avoir des heures flexibles comme ça. Réorganisation des tâches, changement dans la communication interpersonnelle. Interagir avec les autres, gérer la pression du temps et les tâches multiples. C'est un endroit calme pour travailler. Possibilité de parler avec le superviseur, c'est que c'est possible. C'est toutes des choses qu'on est capable de faire, qui peut avoir des accommodations. Les principes concernant les mesures, d'avoir un milieu où les mesures d'adaptation sont acceptées en répondant aux besoins individuels de chaque employé. C'est respecter le désir de confidentialité de l'employé, puis identifier clairement la forme
puis le degré de confidentialité, si c'est quelque chose qui est par écrit, qu'un document qui est signé, être prêt à s'engager dans la résolution commune de problèmes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, rendre tout accommodement volontaire pour l'employé. Soyez prêts à avoir régulièrement des accommodations pour répondre à l'évolution des besoins, puis gardez à l'esprit que les besoins peuvent changer. Parce que c'est à mesure qu'on évolue, on change aussi. Faire preuve de souplesse dans l'application des politiques et procédures qui sont en vigueur. Soyez concret et précis dans l'identification des accommodements. Envisagez un horaire de travail flexible. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut vérifier aussi auprès de notre employeur. Est-ce qu'on a ces choses-là? Mettre par écrit les plans de mesure d'adaptation, ça serait une bonne idée, ça aussi. Mettre en place un mécanisme facile et accessible pour l'examen des mesures d'adaptation. Mieux-être émotionnel. Là, je vois que le temps passe, ça fait que je vais accélérer un petit peu. Mon arrive finie, puis je suis contente que vous êtes avec moi aussi. Les choses qu'on peut faire pour notre mieux-être émotionnel, des facteurs qui contribuent à la santé et la sécurité sur le lieu de travail. On parle de l'exigence de l'emploi. Examiner la dynamique du lieu de travail et son impact sur les employés, qu'il y ait des troubles de santé mentale ou non. La santé psychologique et la sécurité au travail sont susceptibles d'avoir un effet sur tous les employés, pas juste un employé, ça nous affecte tous. Les exigences de l'emploi, les efforts qu'il faut que je déploie pour faire mon travail. Est-ce que j'ai une maîtrise sur mon travail aussi? La récompense en milieu du travail. Je travaille beaucoup, mais est-ce que c'est que j'ai des récompenses? Est-ce que j'ai des bonus? Est-ce que j'ai que des fois, je peux avoir des heures accumulées que je peux prendre de congé? Est-ce que la journée de ma fête, il me donne une journée de congé dans mon travail? Nous autres, on a ça, cette chose-là, que quand c'est notre fête, on a le droit à une journée de congé que notre employeur nous paye. Fait que c'est des petites récompenses qu'on a, mais qui fait un bien énorme pour les employés, puis que ça les aide aussi. L'équité aussi au niveau du travail. Le soutien, on a besoin de ça aussi. Okay? Si on en regarde pour construire un mieux-être, gérer le stress au travail, établir des relations solides, autant à la maison qu'au travail aussi. Des relations positives avec notre superviseur, avec les employés, faire de l'exercice régulièrement. Ça aussi, c'est une bonne affaire aussi. Avoir une alimentation saine, d'être capable de gérer notre temps aussi. Comment est-ce qu'on gère des compétences, d'avoir une soif d'apprendre aussi, de vouloir apprendre, d'avoir accès à des formations qui sont particulières à notre emploi. Améliorer l'estime de soi. Ça, on a toutes ces choses-là, mais ça améliore notre estime de soi parce qu'on apprend des choses, on apprend des compétences aussi. Est-ce que s'adapter au changement? Puis ça, on a beaucoup de changements dernièrement aussi. Apprendre des compétences comme avoir la capacité de se calmer quand ça va trop vite, que c'est trop stressant ou qu'il y a trop de choses qui se passent. Avoir la capacité de parler de ses sentiments, de dire, ben là, je me sens anxieuse par rapport à ça, ou je me sens un petit peu énervée, je me sens triste, je me sens joyeuse. D'être capable d'exprimer ses sentiments aussi. La capacité de prendre du recul puis d'examiner une situation d'un œil positif, d'un œil plus objectif, de regarder tout l'ensemble du portrait. La capacité de voir le point de vue de l'autre. La capacité aussi de transformer d'un sentiment négatif à un sentiment positif. Gérer ses émotions, trouver la paix intérieure, être capable de dormir suffisamment aussi. On a besoin de ça aussi. Puis l'attitude a une grosse affaire à faire par rapport à ça aussi. On parle de relaxation, on parle d'établir des relations positives, de se créer un réseau de soutien solide alentour de nous autres. Que si ça va moins bien, qu'on est capable d'aller puis s'accoter sur quelqu'un puis parler à quelqu'un de qu'est-ce qui se passe. Donner et recevoir des compliments. Des fois, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à recevoir des compliments. On n'a pas de misère à en donner, mais on a de la misère à en recevoir. Puis souvent, c'est juste le fait de dire merci. Des fois, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, oh, t'as une belle coupe de cheveux. Ouais, c'est ça, mais je les ai pas payés un matin, je les ai pas. » Non, j'ai une belle coupe de cheveux, merci, c'est tout. S'impliquer dans sa communauté, faire des choses. Puis je sais qu'il y a beaucoup de demandes, on peut faire du bénévolat, c'est toutes des choses qu'on est capable de faire. Les stratégies de soutien qu'on peut avoir aussi, être compréhensif puis apporter son soutien, passer du temps avec la personne, d'être capable de l'écouter,
pas la sous-estimer de ses capacités, pas parce qu'on a toutes des capacités, plutôt l'encourager à suivre son plan de traitement et à demander du soutien quand c'est nécessaire. Informez-vous au sujet de la maladie mentale, la formation en gestion de crise, l'effort personnel, le counseling individuel, ça va vous aider à devenir une meilleure personne de soutien aussi. Faites en sorte que la sécurité de la personne soit votre priorité. Si on regarde au niveau des ressources communautaires qu'on a dans la communauté, on parle de médecins, on parle de conseillers, on parle de professionnels, on parle de leaders spirituels, des mentors, famille, nos amis sont là aussi, nos connaissances, téléassistance, le 811. Clinique locale de toxicomanie puis de santé mentale aussi dans votre région. Ils sont ouverts, on peut les appeler aussi. La ligne Chimo, qu'on est capable d'appeler aussi. Il y a Jeunesse J'écoute aussi, qui est un numéro de téléphone-là aussi qui est accessible, qu'on peut appeler quand on a besoin d'aide. Fait que ça, c'est des ressources qu'on a dans nos communautés, dans chacune de nos communautés, mais c'est différents appels. Ils sont là, ces ressources-là. Fait que c'était un peu ça qui était ma présentation. Je me suis, j'étais un petit peu vite par rapport à la fin, mais j'aimerais vous dire un gros merci d'avoir été avec moi cet après-midi. Je sais que j'ai dépassé mon heure un petit peu. Voici mes coordonnées qui sont là. Cécile.goulette@gnb.ca. Il y a aussi mon numéro de téléphone. Je ne suis pas physiquement à mon bureau, donc je travaille à partir de la maison, mais envoyez-moi un courriel si vous avez besoin d'informations par rapport à la santé mentale. On a des pamphlets, on a de la documentation aussi. Fait que si vous avez besoin d'informations, laissez-nous savoir. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Instagram, aussi sur YouTube pour aller voir les webinaires qui sont déjà enregistrés. Il y a des excellents webinaires qui sont sur le site de l'ACSM aussi. Fait que vous pouvez aller vérifier ça. Puis de mon côté, je vous souhaite une excellente après-midi. Puis j'ai aussi un autre webinaire demain qui est de 2 heures à 3 heures aussi sur la gestion du stress. Fait qu'on va parler du stress. Si ça vous intéresse, vous pouvez encore vous inscrire sur le site de la CSM. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous.